Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinar, en partenariat entre Akoya et Supermoon. Aujourd'hui, on va parler d'expérience employée, avec un but qui est, gagner la guerre des talents. Donc, en termes de titre de webinar, on est sur quelque chose d'extrêmement vaste qui a été beaucoup traité, beaucoup de littérature sur l'expérience employée ou sur la guerre des talents. On a voulu prendre un axe beaucoup plus pragmatique et concret. Vous allez le voir, tout le monde en parle de l'expérience employée, mais personne ne le fait, en gros, en tout cas assez peu. Donc, on a voulu vraiment prendre un axe concret qui va vous permettre de repartir avec des choses à mettre en place assez rapidement. Et ce webinar vient en prélude d'un livre blanc assez conséquent qui va justement rentrer assez profondément dans l'expérience employée. C'est un livre blanc qui sera disponible courant du mois d'avril et donc qui sera distribué par Akoya et Supermood. Donc on est hyper content aujourd'hui de vous montrer la surface de ce livre blanc. On va parler quand même de choses concrètes, mais on n'aura pas, hélas, le temps de couvrir l'ensemble de ce qui sera abordé dans le livre blanc. Et voilà. Donc, on est parti. Tout d'abord, j'espère que vous nous entendez bien, que le son est bon, etc. Si ce n'est pas le cas, vous avez le chat tout au long du webinar. N'hésitez pas à interagir dedans. Et puis, vous pouvez poser vos questions directement dans la partie questions. On prendra les questions à la fin. L'idée, c'est de faire 30 minutes de présentation et 15 minutes de questions. Ce qui est hyper sympa, c'est si vous posez des questions liées à votre cas concret. Et les meilleurs webinars sont les webinars où on a pris le cas concret d'une personne de l'audience et qu'on a donné du feedback et on a partagé nos retours d'expérience là-dessus. Donc vraiment, n'hésitez pas et on vous souhaite un bon webinar. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, une petite introduction. Ensuite, l'analyse des enjeux prioritaires. On va prendre du recul sur ce qu'est l'expérience employée, ce qu'elle n'est pas aussi, combien d'entreprises l'ont mise en place ou ont une politique en tout cas d'expérience employée, etc. Donc l'idée, c'est de prendre de la hauteur pour comprendre de façon macro de quoi on va parler. Et ensuite, on va au contraire aller beaucoup plus bas avec des recommandations actionnables. Ce qu'on a construit entre Akoya et Supermood, c'est un framework en 5 dimensions. Et donc, on va vous présenter ces 5 dimensions et on va aller dans 2 dimensions en particulier pour vous donner des idées, des retours d'expérience, etc. Et puis ensuite, il y a la partie questions-réponses. Donc, on est parti. Qui sommes-nous? Maxime, je suis hyper content de faire ce webinaire avec toi. On a déjà pas mal échangé. Je pense qu'il va y avoir une bonne dynamique. Donc, hyper content. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bah ouais, salut Kevin, et bonjour à tous. Donc Maxime Chevalet, je suis manager chez Akoya depuis presque 5 ans maintenant et je porte 2 expertises, l'expertise du talent management et l'expertise de l'expérience employée, qui est le sujet qui va nous concerner aujourd'hui. C'est un sujet qui n'est pas nouveau, chez Akoya et j'ai eu la chance, il y a maintenant quelques années, 3 ans, d'écrire un livre blanc sur le sujet pour justement, donner des clés, aux entreprises pour agir de façon concrète. Et à l'époque, j'avais eu la chance d'être détaché, 3 mois à plein temps pour travailler exclusivement sur ce sujet et collaborer avec des entreprises, déjà très matures, sur les enjeux d'expérience employée. Trop bien. Eh ben, super. Hâte de découvrir tout ça. De mon côté, donc, je suis cofondateur et président de Supermood, qui est une startup dans l'écoute collaborateur. De formation, je suis data scientist et puis j'ai découvert le merveilleux monde des RH et du people analytics il y a quelques années. Et je suis également en parallèle enseignant en donnant des ateliers à HEC ou à Panthéon Assas. Donc voilà pour qui nous sommes. Maxime, est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans ce que fait Akoya? Pas passer trop de temps, mais passer vraiment le temps qu'il faut pour comprendre pourquoi aujourd'hui tu es là et pourquoi c'est pertinent. Ouais. Donc Akoya, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui est spécialisé sur les enjeux humains en entreprise. Et concrètement, on a 3 grands axes, d'expertise. Le premier, c'est d'aider les entreprises à anticiper, les transformations, qu'ils vont subir et les impacts que ça aura sur les métiers et les organisations. Le deuxième, c'est, comment améliorer l'expérience employée sur l'ensemble du parcours collaborateur, donc de son arrivée à son départ de l'entreprise. Et le troisième, c'est, comment aider les RH à être une fonction RH d'excellence, ce qu'on appelle, une RH d'excellence, c'est être capable
de formaliser une vision qui soit en lien avec le business, d'être des vrais partenaires stratégiques au sein de l'entreprise, d'exploiter, à bon escient les outils. Voilà, c'est tous ces éléments-là qu'on va aider, qu'on va favoriser au sein des entreprises avec les départements RH. Super. Ce qui nous a plu chez Supermoon, par rapport à Akoya, c'est que vous êtes d'abord un cabinet de stratégie, mais qui se repose sur l'humain. Et donc, bah, il y a un lien qui est super entre, bah, la stratégie, c'est vraiment la performance globale de l'entreprise, mais que le 1er support, le premier soutien, c'est en fait le collaborateur dans l'entreprise. Top, C'est vous clair, on avez écrit ouais, pardon, vas-y. partage les mêmes valeurs et justement, pour donner un peu de genèse sur Akoya, c'est un cabinet qui a maintenant 12 ans et qui Mmh. s'est créé en fait juste après la crise, financière de 2008, avec comme intime conviction qu'il fallait replacer, les hommes et les femmes au cœur, des entreprises parce que c'était la principale valeur ajoutée des entreprises et que trop souvent et on le voit en temps de crise, l'homme et les hommes et les femmes sont la variable d'ajustement de ces entreprises et c'est Mmh. pour ça que nous, notre objectif, c'est d'aider les entreprises à transformer avec leurs collaborateurs plutôt qu'à leurs dépens et je pense que ça, c'est quelque chose que Supermood partage et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé différents livres blancs sur des sujets qui impactent beaucoup les entreprises comme le big data, comme l'intelligence artificielle et comme l'expérience employée récemment. Et c'est aussi pour ça qu'on crée un événement chaque année qui s'appelle Akoya Startup, qui est d'ailleurs là où on s'est rencontrés pour la première fois il y a quelques années de ça maintenant, Kevin, Ouais. où on met en lien des startups prometteuses de la HR Tech, que ce soit française ou internationale, pour que les grands groupes puissent les connaître. Et d'ailleurs, Supermood était finaliste il y a maintenant quelques années. Et on ne s'est pas trompé vu la dynamique qu'il y a eu depuis. Exactement et ça vaut vraiment le coup d'aller voir, Startup. Ça vous donne un panorama de globalement toutes les startups françaises, hein, dans le milieu RH, collaboratif et cetera, donc c'est hyper intéressant. L'autre chose qui est assez intéressante, c'est votre approche un peu poil à gratter sur les sujets. On le voit un petit ici, mais par exemple, le livre blanc sur l'expérience, employée, le premier que vous aviez fait il y a quelques années, donc c'était avant crise, mais on était vraiment sur, aller plus loin que le baby-foot et vous veniez, sur une tendance, en fait, qui était très forte, du bonheur au travail à tout prix et cetera et vous veniez un peu percuter ça. C'était hyper intéressant. Et bah, trop cool. Vous travaillez avec qui? Alors là, on a mis quelques références, mais globalement, on travaille avec, beaucoup de grands groupes, français et internationaux dans des Mmh. secteurs très variés, que ce soit du retail, de l'énergie, du luxe, des médias, donc là, on a quelques exemples. Mais aussi récemment, on travaille de plus en plus avec des startups et des scale-up, comme Doctolib ou Welcome to the Jungle, par exemple. Ouais, super belle boîte. Et ben génial, trop bien. Bon, je vais faire le miroir, côté Supermood. Donc, Yes. Supermood, on est une plateforme, dédiée à l'écoute collaborateur. C'est-à-dire qu'on va créer des conversations dans les entreprises. Ces conversations, elles vont être confidentielles et elles vont permettre de remonter ce que les collaborateurs pensent, remonter de la donnée factuelle sur ce qui se passe dans l'entreprise. Et avec cette donnée, on va la dispatcher et la mettre, à la moulinette d'algorithmes et puis les résultats vont ressortir à tout le monde dans l'entreprise, que ça soit les dirigeants, les fonctions RH ou de transformation, les opérationnels et ça va permettre de mieux prendre des décisions et de piloter concrètement, ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Voilà. Donc on est 35 chez Supermood et l'avantage, c'est qu'on sonde très, très régulièrement les populations de nos partenaires, ce qui nous permet d'avoir un benchmark, le plus gros benchmark en France sur ce qui se passe au sein des entreprises et ce benchmark est très régulièrement, tous les mois, actualisé puisqu'on a une surface de questionnement qui est très forte. Là, on est au-dessus des 200 000 salariés, sondés, régulièrement. Et pour ce qui est de nos partenaires, on travaille environ avec la moitié du CAC 40, donc on est plutôt orienté sur les grandes entreprises. On a aussi des ETI et des scale-up, tout comme Akoya, donc on est vraiment sur le même écosystème. Ce qui nous intéresse, nous, c'est pas forcément le secteur, même s'il y a vraiment des spécificités par secteur dans tout ce qui est écoute des collaborateurs, mais ça va être plus les contextes. Donc, les fusions-acquisitions, les transformations, l'hypercroissance, voilà, ça va être des sujets qui nous intéresse beaucoup parce que c'est un moment où on doit vraiment suivre de près ce qui se passe dans l'entreprise, pour comprendre, ben, l'impact des actions qu'on prend en tant que dirigeant ou en tant que RH. Bah, c'est parti, présentation faite. On va pouvoir rentrer dans le concret. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas, au fil de l'eau.
Donc, on va prendre un petit peu de hauteur sur, ce qu'est l'état aujourd'hui du marché. On voulait mettre des chiffres, très concrets sur des choses qu'on ressent, en tant que soit dirigeant, soit en tant qu'RH. Première chose, c'est la difficulté de recrutement, donc la guerre des talents. Aujourd'hui, il y a 79 des dirigeants qui rencontrent des difficultés pour recruter et un tiers d'entre eux des difficultés très sévères. Donc des difficultés sévères, c'est-à-dire que ça met en danger la stratégie ou la croissance de l'entreprise parce qu'il y a une pénurie, de talents disponibles. Donc on voulait vous montrer que, par ce chiffre, qu'en fait, c'est une tendance extrêmement forte. On parle de la guerre des talents depuis 15 ans peut-être, mais, aujourd'hui, c'est quelque chose qui préoccupe extrêmement les dirigeants, quelque chose de très, très fort. Ça s'accentue. Ce qu'on voit, une évolution entre 2019 et 2021, c'est le nombre de hausses de démissions qui a augmenté de 19,4. Donc ça fait, des centaines de milliers, voire des millions de collaborateurs qui démissionnent en plus d'une année, enfin de 2 années sur l'autre. Ça a un nom, c'est la grande démission, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la grande démission, qui nous vient des États-Unis, qui s'appelle The Great Resignation. Et aux États-Unis, ça fait environ 1 an que chaque mois, vous avez 4 millions d'Américains qui démissionnent. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement multifactoriel. On pourrait faire tout un autre webinaire là-dessus. Il y a un sujet qui paraît évident, qui est la crise de sens, etc. Mais pas que. Il y a des sujets sanitaires, il y a des sujets d'inflation aussi des salaires. Et donc, le monde vraiment du recrutement est beaucoup plus dur, beaucoup plus violent qu'il y a quelques années. Et il y a également des différences, des inégalités dans le recrutement qui sont très fortes, avec des populations extrêmement qualifiées qui sont valorisées de façon exponentielle, et au contraire, beaucoup qui sont laissés sur le tapis. Donc voilà, on est vraiment sur un marché qui est plus tendu que jamais. Et il y a une attente de l'autre côté candidat, qui a aussi changé. On est à 55 des salariés qui déclarent que la flexibilité au travail, la façon de travailler, joue énormément sur leur décision de rester ou non chez leur employeur. Je vous invite à lire l'étude de Gartner, elle est hyper, intéressante, mais on comprend bien que les différents confinements, les différents, changements sur le télétravail ont amené, un levier de flexibilité beaucoup plus fort dans la tête des collaborateurs. Pour vous donner, c'est 55, on était plutôt autour des 20 il y a quelques années. Donc, on a plus que doublé ce chiffre. Donc voilà pour la prise de recul. On va un petit peu plus zoomer dans l'expérience employée, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et Maxime, je te laisse la main pour ça. Ouais. Hem, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'articles, beaucoup de littérature qui parle de l'expérience employée ou l'expérience collaborateur et on pourrait penser que c'est un sujet nouveau, mais en fait, c'est pas si nouveau que ça. La preuve en est, c'est que déjà on a écrit un livre blanc il y a 3 ans, donc c'était déjà un sujet, d'actualité. Mais en fait, chez Akoya, on collabore avec des entreprises depuis de nombreuses années sur ce sujet et particulièrement avec les entreprises du luxe, parce que finalement l'expérience employée, c'est une déclinaison du concept marketing de l'expérience client et le luxe, était déjà très avancé sur ces sujets-là et donc il y avait des longueurs d'avance pour traiter les sujets de l'expérience employée. Donc en fait, c'est pas un sujet nouveau, ça n'a pas été créé par la crise sanitaire, mais ce qui est vrai, c'est que la crise sanitaire a aggravé, les choses et a accéléré les écarts entre les entreprises qui étaient pratiquantes de l'expérience employée et celles qui ne l'étaient pas. Et ce qu'on voit, et il y a des études déjà il y a 3 ans qu'on mentionnait, qui prouvaient que les entreprises qui, ont mis en place des initiatives pour améliorer l'expérience employée sont plus performantes que celles qui n'en ont pas mises. Et aujourd'hui, là, un chiffre le démontre, 82 des entreprises qui pratiquent l'expérience employée considèrent que ça leur a permis de traverser la crise de façon plus simple. Donc ça prouve bien que, c'est utile et surtout en temps de crise. Mais ce qui est relativement nouveau, c'est qu'en fait, il y a une démocratisation de ce sujet et que les entreprises qui n'étaient pas, concernées ou qui ne connaissaient même pas le concept, Mmh. à très grande majorité, envisagent maintenant de mettre en place des initiatives, puisqu'on voit que 70 de ces entreprises envisagent de le faire, à plus ou moins long terme. Donc ça prouve bien que, d'importante, l'expérience employée est devenue indispensable. Mais moi, ce que je trouve frustrant, et c'est aussi pour ça qu'on crée ce webinaire, c'est que, en fait, on explique beaucoup pourquoi c'est important, mais on explique très peu comment on fait, concrètement.
Et en fait, toutes les semaines, nous, on parle à des clients qui ont compris que c'est important, mais qui nous posent des questions concrètes du type, mais en fait, qu'est-ce que je mets en place? Parce qu'il y a tellement de choses à mettre en place, avec les contraintes de ressources, de budget que j'ai, comment je priorise? Comment je m'assure que ce que j'ai mis en place, c'est efficace? Qui j'implique pour améliorer l'expérience employée? Et ça, on ne le voit pas trop en fait dans la littérature. Et c'est déjà ce qu'on avait essayé de faire il y a 3 ans, mais on considère que c'est important de vous donner des clés après la crise pour concrètement améliorer l'expérience employée. Et on va toucher du doigt dans ce webinaire certaines clés. Et évidemment, dans le livre blanc, vous aurez beaucoup plus d'informations à ce sujet. Ouais, voilà, c'est vraiment la philosophie, c'est du concret, quoi, que du concret. On part du principe que l'expérience employée, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui est nécessaire et globalement, les statistiques le montrent, et on s'attache beaucoup plus à maintenant comment on le met en place. Donc, on passe justement, c'est une bonne transition sur les recommandations actionnables. Ce qu'on a créé dans le webinar et dans le livre blanc, c'est un framework en 5 dimensions. Donc, vous avez 5 dimensions qui permettent d'avoir une vue quasi 360 sur l'expérience employée. Au centre de l'expérience employée, vous avez la vision de l'entreprise, vers quoi on veut aller, pourquoi on veut y aller. Donc, c'est vraiment le why. Et ensuite, vous avez des choses qui se déclinent. Vous avez la gouvernance, qui peut faire quoi, comment, qu'est-ce qu'on va mettre en place au service des collaborateurs. Quelque chose de très concret qui est leur environnement de travail au sens général. On va parler d'hybridation, de télétravail, etc. Les outils, pareil, je dois onboarder mes collaborateurs, quel genre d'outils je peux utiliser, je dois travailler autour d'une vision, quel genre d'outils je peux utiliser, et mes collaborateurs, au quotidien, ils utilisent des outils. Est-ce que ces outils, ça leur facilite la vie ou au contraire, ça crée de la frustration? Et puis, pour pérenniser tout ça, les rituels, comment, une fois qu'on a mis en place quelque chose, on s'assure que ça dure dans le temps, qu'on puisse itérer, qu'on puisse avoir un retour qualitatif, etc. Dans ce webinar, on va travailler sur 2 choses. On va travailler sur la vision et sur le workplace, donc l'environnement de travail. Là-dedans, par rapport au livre blanc, on va rester en surface et on va vous prendre 2-3 problématiques qu'on va quand même creuser pour que vous ayez des choses concrètes. Mais je vous invite à lire le livre blanc quand il sortira pour aller vraiment plus profondément. Et donc pour la vision, eh ben, c'est parti. Je te laisse, Maxime, je te laisse nous raconter ça. Ouais. En préambule, juste, pourquoi ces 5 dimensions aussi? C'est parce qu'on voulait être pragmatique et qu'en fait, on peut pas tout faire, et il faut un peu choisir ses combats et on peut pas être excellent de partout. Et c'est pour ça qu'en fonction des dimensions, il y a des entreprises qui sont très matures sur certaines et moins sur d'autres. Mais ça vous permet de voir sur quel sujet vous voulez vous orienter. Et aujourd'hui, on va en traiter 2, mais vous aurez l'ensemble des sujets, dans le livre blanc. Et donc sur la vision, concrètement, hem il y a différents moyens de s'assurer que votre vision, existe déjà dans votre entreprise et qu'elle est pertinente et efficace. La première, c'est de formaliser cette vision. Ça paraît peut-être tout bête, mais il y a très peu d'entreprises qui, en fait, ont pris le temps de se dire: «Mais pourquoi j'existe en tant qu'entreprise?» Au-delà de faire du profit, de gagner de l'argent, d'être en croissance, quelle est la raison d'être aujourd'hui qui fait que mon entreprise existe et qu'elle doit continuer à exister demain? Et pour tout cet exemple de vision, en fait, je vais prendre un exemple, qui est très marquant et qui pour moi, est une entreprise qui est la plus mature sur ce sujet-là, ce qui est Decathlon, avec lequel on a collaboré, il y a quelques années. Decathlon, typiquement, sur cette vision, elle a décliné 2 pans. Il y a la vision plutôt business en tant qu'entreprise et la vision people, comment je gère mes collaborateurs. Et en termes de vision business, un des pans de la vision de Decathlon, c'est de transmettre la passion du sport. Et on voit bien que, parler de, transmettre une passion du sport versus vendre des articles de sport, on n'est pas pareil sur le niveau d'engagement, qu'on va attendre des collaborateurs. Sur la vision people, Decathlon prône beaucoup la responsabilisation à tous les niveaux, qu'on soit directeur, collaborateur, vendeur. Heu, on parle d'entreprise apprenante, c'est ce que Decathlon souhaite mettre en place. Mais ce qui est intéressant dans la vision, c'est que pour pas que ça sonne creux, finalement, une vision, c'est un choix parmi plusieurs bonnes options. Et l'enjeu, c'est d'être capable de comprendre ce à quoi on renonce en choisissant cette vision plutôt que celle-ci. Et typiquement, Decathlon, c'est quelque chose qu'ils ont fait en se disant, bah, si on veut responsabiliser à tous les niveaux,
Ça veut dire que la prise de décision ne sera plus aussi facile que si on a un manager qui est responsable de prendre des décisions. Donc la structure, la prise de décision claire va être différente. Et ça, c'est des exemples de renoncement qui montrent que la vision est d'autant plus forte quand on sait à quoi on renonce par rapport à ça. Et là-dessus, je me permets de rebondir. C'est important, cette notion de choisir, c'est renoncer. Il y a Facebook qui a un exemple très connu où le motto de Facebook pendant très longtemps, ça a été Move fast and break things, donc bouger vite et casser des trucs. Et donc c'était vraiment, on avait le bénéfice, mais on avait aussi la chose qui allait mal se passer, et c'est OK. Et donc c'est important quand on parle de droit à l'erreur ou ce genre de choses, c'est pour montrer que finalement ce petit sacrifice qu'on fait, c'est pour un mieux qui va nous différencier en tant qu'entreprise avec un axe assez unique. C'est clair et d'ailleurs on en parlait Kevin ensemble, je pense qu'on a la même méthode quand on travaille sur la vision avec les entreprises, c'est de un peu leur donner les 2 extrêmes et de Mmh. leur placer le curseur et de bien, reconnaître avec eux, on est d'accord que si on part là-dessus, ça veut dire qu'on renonce à ça et ça permet d'appuyer vraiment cette vision et sur pourquoi on le fait. Exactement. Donc formaliser la vision, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est de la communiquer cette vision parce qu'elle peut exister, mais les collaborateurs ne peuvent pas forcément en avoir conscience. Sur la communication, là, les mots ont un sens et c'est très important. Sur Decathlon, si je prends encore l'exemple de Decathlon, si on parle de responsabilisation à tous les niveaux, on a forcément le droit à l'erreur qui est important, puisque on incite les collaborateurs à prendre des initiatives. Et d'ailleurs, Decathlon ne parle pas de droit à l'erreur, mais de devoir d'essayer. Et ça change bien en fait le mindset qu'il y a derrière sur pousser les collaborateurs à être proactifs, à essayer, à prendre des initiatives sur différents sujets. De la même manière, on ne parle pas de descendre l'information ou de remonter l'information, mais de partager l'information. On ne parle pas de salariés, mais de collaborateurs, parce qu'on veut pas, on veut détacher justement les collaborateurs de cette relation transactionnelle avec l'entreprise qui consiste juste à aller travailler pour gagner un salaire. Donc ça Et montre bien que les mots ont un sens et entraînent un mindset qui va se générer dans l'entreprise. un conseil qu'on donne quand on communique au niveau de toute une entreprise, c'est de choisir quelques messages et qui restent très simples. Donc, c'est extrêmement compliqué d'expliquer des nuances très fortes entre à des dizaines de milliers de personnes. Donc, on va rester sur quelques messages assez percutants, mais très forts. Et ce qui est hyper important, c'est que quand vos collaborateurs connaissent vraiment la vision de l'entreprise, ça peut être aussi un spectre de recrutement, et ça va vous permettre de sélectionner les candidats qui sont les plus proches en fait de votre vision, de votre culture d'entreprise. Donc c'est vraiment important que chaque personne sur le terrain qui va recruter au final aussi soit au courant de quelle est vraiment la vision et qu'il puisse la communiquer très facilement. C'est clair. Et du coup, une fois qu'on l'a communiqué, ça suffit pas parce qu'on peut très bien être un collaborateur, savoir que la vision existe, la connaître, mais ne pas être convaincu. L'enjeu, c'est de savoir si vos collaborateurs adhèrent à cette vision d'entreprise. Hem et pour ça, la meilleure manière de faire, c'est d'impliquer vos collaborateurs dès la création de cette vision. Decathlon, typiquement, quand ils travaillent sur la vision, ils impliquent l'ensemble des collaborateurs qui ont le droit de donner leur avis et donc au final, quand la vision est formalisée, les collaborateurs se sentent un peu acteurs puisqu'ils ont contribué à cette vision et de convaincu, on en devient convaincant. Et après, je parle peut-être pour mon expérience personnelle, mais moi, quand je vais dans un Decathlon et que je vais parler à un vendeur, en fait, ça se voit qu'il est passionné de sport. Et parce qu'ils sont aussi, tu parlais de recrutement, ils sont Ouais. recrutés comme ça. Et ça veut dire que Decathlon a pris le parti de se dire, en fait, au-delà d'avoir des bonnes compétences de vendeur, on veut que notre vendeur il soit passionné par le sport qu'il va avoir. Et ça se ressent aussi au quotidien. Donc, si on arrive à convaincre, en fait, on est capable d'avoir des véritables ambassadeurs qui vont transmettre cette vision à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Et le dernier pan, c'est une fois que les collaborateurs sont convaincus, il faut mobiliser ces collaborateurs pour qu'ils agissent pour atteindre la vision d'entreprise. Mais pour mobiliser, il faut créer les conditions. Il ne faut pas juste avoir cette vision, mais il faut créer les conditions pour que les collaborateurs se développent. Typiquement, chez Decathlon, quand on parle de responsabilisation, ils ont mis plusieurs initiatives en place pour mettre en avant cette responsabilisation.
Par exemple, tous les collaborateurs ont le droit à un entretien mensuel avec les managers. Mais ce qui est un peu atypique, c'est que d'habitude, le manager va être là, pour t'aider à te développer. Mais là, en fait, le manager a vraiment une posture de coach et c'est le collaborateur qui mentionne tous ses souhaits de développement, qu'il a mûrement réfléchi et le manager ne doit être là que pour faciliter, ce développement. Et quand on parle de développement, Decathlon a d'ailleurs mis en place, ce qu'ils appellent des rôles, qui consistent en fait, au-delà de ton emploi, classique, tu peux travailler jusqu'à 20 de ton temps sur un rôle qui ne peut rien avoir à voir avec ton emploi classique. Typiquement, je travaille au marketing chez Decathlon, j'ai des appétences sur des sujets RH, bah, je vais pouvoir travailler 20 de mon temps sur des enjeux RH. J'ai des appétences sur des sujets tech, bah, je vais pouvoir travailler avec l'IT sur des sujets tech, du moment qu'il y a une question business et qu'il y a un enjeu business qui se pose dans l'entreprise. Et Donc on voit bien que c'est ces initiatives, on voit bien que ces initiatives correspondent bien à la vision de responsabilisation et qui est traduite par des initiatives concrètes. ouais, c'est hyper intéressant pour montrer à quel point Decathlon est cohérent avec cette vision. Il y a quelques régions, de Decathlon en Belgique où, tous les collaborateurs se sont fixés eux-mêmes leur propre salaire. Et donc quand on est sur quand même un grand groupe comme ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Et ils se sont dit: «On a le devoir d'essayer de fixer son propre salaire». Et donc c'est une expérience qui a duré 2-3 ans de mes souvenirs, et qui a été, hyper riche. Ils en sont revenus pour différentes raisons, mais pendant 2-3 ans, c'est un système qui a quand même, plutôt, très très bien fonctionné. Et C'est l'autre chose peut-être à dire, toujours dans le concret, c'est sur la droite, on vous a mis des questions. C'est des questions que vous pouvez, poser à vos collaborateurs, donc soit via une plateforme, type Supermood, ou même avec vos collègues, dans votre équipe. Vous allez voir, si vous demandez, «Est-ce que sur un petit papier, on peut tous écrire la raison profonde d'exister de notre entreprise?» Vous allez voir que peut-être que le vocabulaire va changer, peut-être qu'en fait on est sur une raison fantasmée et pas une raison, très concrète. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir quel est le delta entre, ce qui est communiqué et finalement ce qui est ressenti et vécu au quotidien. Et donc ça, c'est, les 4 étapes, que suivent les entreprises qui sont déjà très matures sur la vision. Mais pour vraiment se différencier, on se rend compte qu'il y a une étape qui manque, et qui est très peu prise en compte par les entreprises, c'est l'adaptation de cette vision. En fait, au sein des entreprises, il y a des réalités plurielles, on ressent pas les choses de la même manière et du coup, il faut adapter cette vision, à ces réalités et en fait, tu peux l'adapter à 3 niveaux. Le premier, c'est géographiquement. En fait, que vous soyez une entreprise multinationale, ou une entreprise française, l'adaptation géographique va se faire à différents niveaux. Typiquement, la vision d'une entreprise ne va pas être perçue de la même manière si vous travaillez en Asie, en Amérique, en Europe et dans les autres continents du monde. Mais elle va aussi être différente si vous travaillez peut-être, à Paris ou, hors de Paris, si vous êtes en France, voire même au niveau des sites. Et d'ailleurs, Decathlon là-dessus, au sein de chaque magasin, au sein de chaque site, il y a un panneau avec la moitié, du panneau qui, transmet la vision, de l'entreprise et l'autre moitié qui est volontairement laissée vide pour que, les collaborateurs locaux puissent adapter cette vision à leur propre réalité. Et ça montre bien que cette adaptation géographique, elle est pertinente puisque cette moitié vide ne reste pas vide très longtemps chez eux et ça permet vraiment de s'approprier, cette vision sur concrètement, moi, localement, comment je peux agir. La deuxième adaptation, elle est par département, et ça, on l'a vu et je pense que Supermood, c'est un outil qui permet de se rendre compte de ce genre de choses. C'est l'adaptation par équipe. C'est-à-dire que quand on parle de transmettre la passion du sport, bah, quand je travaille, à la tech, au marketing ou si je suis vendeur, on va pas la transmettre de la même façon et donc il y a un travail qui doit être fait par équipe. Ben, en tant qu'équipe, comment je contribue, à ce projet d'entreprise? Et enfin, la dernière, adaptation, elle est temporelle. Parce qu'une vision, on se dit que finalement, c'est long terme, une vision. Et pour autant, on voit qu'aujourd'hui, les collaborateurs restent de moins en moins longtemps dans les entreprises. Le temps entre leur onboarding et leur offboarding s'est considérablement raccourci. Et donc, il y a une dissonance entre une vision long terme d'un côté et des collaborateurs qui vont rester plutôt à court terme, rester 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et en fait, il faut prendre en compte, le fait qu'ils vont pas rester longtemps et que quand même, ces gens-là se sentent acteurs et se disent: «Bah, moi, à mon échelle, même si je reste 1 an, 2 ans, je vais pouvoir apporter ma pierre à l'édifice» et contre-intuitivement, c'est en fait en prenant en compte ce côté court-termiste
qu'on va augmenter les chances que les collaborateurs, bah, restent plus longtemps dans l'entreprise. C'est ce qu'on voit, chez Supermood avec nos data. Ce qui est assez intéressant, c'est que parfois, à une même action qui est prise, bah, cette action engendre 2 réactions qui sont, complètement différentes selon les équipes, selon la seniorité dans l'entreprise et cetera. Donc c'est hyper important parce que si on n'a pas cette mesure et cette granularité, en fait, on a, ce qu'on appelle une echo chamber, c'est-à-dire qu'on va être biaisé toujours par la même réaction, la même équipe et puis finalement, on peut laisser de côté d'autres équipes. Et au niveau de l'adaptation temporelle, il faut avoir des conversations absolument régulières avec l'ensemble des collaborateurs sur tous ces sujets, parce que en fonction de l'évolution du monde, en fonction de l'évolution des carrières, ce que tu disais, Maxime, les gens restent de moins en moins. Bah, on peut avoir finalement des ambassadeurs qui se transforment en plutôt détracteurs, l'inverse. Et donc, c'est vraiment important de maintenir un lien au fur et à mesure pour comprendre comment tout ça évolue. C'est clair. Donc voilà sur la vision ce qu'on voulait vous dire. Hem Et je pense qu'on peut passer, au 2e sujet, qui est sur le workplace et là, Kevin, je te laisse, la main Ouais, pour parler plus en détail. ouais, super. Donc, ce qu'on vous invite à faire sur le sujet de vision, c'est d'en discuter, de formaliser, de poser ces questions et de faire ce petit exercice avec vos collègues ou avec votre direction. C'est quelque chose qui fonctionne vachement bien, ça prend pas beaucoup de temps et ça donne une fluidité ensuite derrière pour tout le reste des actions qu'on vous recommande qui est hyper forte. Donc, le workplace. Donc, le workplace, il y a une phrase qui depuis 2 ans, est très forte, c'est le work from anywhere et on a voulu rajouter, anytime. Pourquoi? Parce que dans la littérature, dans les articles et dans les discussions, on se rend compte que de plus en plus, la dimension spatiale, du travail est remise en cause et donc on est passé d'une entreprise qui vit vraiment au bureau, entre 4 murs, à quelque chose d'un peu plus hybride, à du télétravail en full télétravail, c'est-à-dire, voilà, à carrément n'importe où, c'est-à-dire quelle que soit la région, le pays, je suis finalement, nomade et plus sédentaire et donc je peux travailler de n'importe où. Donc ça, c'est quelque chose qui a été, déjà, très bien traité et vous trouvez des dizaines d'articles sur le télétravail. Par contre, il y a la dimension temporelle du travail qui est finalement assez, sous-estimée et on n'en parle pas beaucoup. Or, on pense que c'est quelque chose qui est, fondamental. Par exemple, ce qu'on a vu avec nos données, Supermood entre 2020 et 2021, en fonction des annonces de confinement et de déconfinement, c'est que la tranche d'âge, 35-45 ans avait un besoin de flexibilité qui était très fort. Et pourquoi cette flexibilité horaire? C'est tout simplement parce que c'est l'âge, en gros, moyen où on commence à avoir des enfants et donc, il faut s'en occuper sur un calendrier qui est pas forcément le calendrier, d'un cadre subdynamique, dans une grande entreprise. Et donc, on voit que ce levier, à un moment de la vie, il devient finalement assez prioritaire et le collaborateur s'attend à cette offre de flexibilité de la part de son employeur. Et donc, c'était extrêmement fort pendant le confinement, par rapport aux femmes qui ont été, reléguées à leur rôle de mère pendant le confinement. C'est un énorme cliché, mais c'est ce que montre, la donnée. C'est aussi vrai sur les populations, plus jeunes qui viennent de rentrer dans le monde, du travail, qui sont, moins habitués à des horaires, vraiment stricts puisqu'on sort d'école, d'université et on arrive dans quelque chose qui est un peu plus, cadré, qui est le monde du travail. Donc globalement, on sent que la dimension temporelle, elle est hyper importante. Et qui dit dimension temporelle, dit, dit pardon, synchrone et asynchrone. Quand vous êtes un individu, l'employeur peut vous donner, la possibilité de travailler quand vous voulez, mais le problème, c'est que vous avez des collègues. Et du coup, eh ben, il faut bien synchroniser avec ses collègues. Et donc, vous avez 2 types de travail, le travail en synchrone et celui en asynchrone. Chacun a ses avantages. Le travail en asynchrone est quelque chose qui va vous permettre d'avoir une meilleure concentration, de prioriser des sujets, d'avoir une prise de recul, plus forte et donc de mieux gérer son temps et d'éviter les biais. Voilà, c'est vraiment les les choses les plus importantes. L'asynchrone, pour rappel, c'est, le fait que je travaille sans attendre de réponse immédiate d'un de mes collègues. Le synchrone, c'est au contraire dans l'instantanéité. Donc, quand vous envoyez un message sur WhatsApp, vous êtes sur du synchrone. Quand vous envoyez un message sur un forum, par exemple, vous êtes plus sur de l'asynchrone.
Le synchrone a quand même aussi plein d'avantages, hein, beaucoup plus rapide et instantané par définition du synchrone, mais beaucoup plus d'empathie aussi puisque vous avez des échanges qui sont, plus humains, vous avez une motivation qui naît de ça et donc on a vraiment vu pendant les différents confinements, cette balance entre les 2, cette friction entre les 2. On était très content de ne pas faire, que des réunions et de pouvoir se concentrer et en même temps, il y avait cette perte de lien humain qui était, finalement, très forte. Et donc, ce qui est important dans l'expérience collaborateur qui va être proposée par l'entreprise, c'est d'avoir une politique très claire sur ces sujets. Et cette politique, elle doit dire qu'est-ce qui est en synchrone, qu'est-ce qui est en asynchrone, et elle doit rentrer dans une certaine granularité. Vous pouvez rentrer dans une granularité population, c'est-à-dire que vous avez des populations qui doivent travailler tout le temps ensemble, et voilà. Vous avez des populations, au contraire, où finalement la synchrone fonctionne très bien. Ce qui, historiquement, a beaucoup poussé la synchrone dans les entreprises, c'est les développeurs qui ont besoin de beaucoup de temps et de concentration sur une tâche et finalement, qui sont pas obligés de travailler avec 10 collègues en même temps pour résoudre un problème. Vous avez autre chose qui est la granularité par tâche, qui est hyper importante. Est-ce que tous les meetings doivent être faits en synchrone ou non? Est-ce qu'on peut faire du reporting à la place en asynchrone? Est-ce que, une décision versus un brainstorming, ça doit se faire en même temps? Et cetera. Et donc plus la politique est claire, plus l'expérience employée est fluide. Et si vous ne définissez pas ça, bah, en fait, ça va être vraiment défini au cas par cas et ça va être souvent soit la préférence du manager, soit au contraire une friction à chaque fois qu'on parle de tâches à faire et on va pas, se focaliser sur qu'est-ce qu'il faut faire, mais plutôt comment travailler et donc ça mène des débats, infinis. Enfin, comme on est dans vraiment le côté environnement de travail, tout ça, il faut le remettre en perspective de l'environnement de travail. Il y a de plus en plus d'entreprises qui travaillent en mode hybride avec, quelques jours de télétravail, par semaine, 2-3 jours généralement, et le reste du temps au bureau. Si les bureaux ne sont pas équipés pour recevoir une force de travail hybride, bah, vous allez avoir une déperdition d'informations. Et donc c'est tout bête, mais si vous faites une réunion, en interne, dans les 4 murs de l'entreprise, sans que votre salle soit équipée d'une bonne visioconférence, qu'il y ait pas beaucoup de friction à rejoindre cette salle de l'extérieur, bah, finalement, vous allez avoir une mini politique interne qui va se créer. On sait que c'est source d'énormément de biais et d'inégalités, au travail. C'est une des inégalités hommes-femmes vient d'ailleurs de ça et donc c'est vraiment important de repenser aussi ces bureaux sous une certaine forme, d'hybridation. On pourra aller plus loin dans le livre blanc, mais c'était pour vous donner quelques axes, de réflexion. Et Oui, juste vas-y pour, Maxime. peut-être pour ajouter un tout petit élément, je partage totalement ce que tu viens de dire et ce qu'on voit aussi, c'est qu'au-delà de clarifier les politiques, accompagner les collaborateurs à travailler, dans cette diversité d'environnement entre le synchrone et l'asynchrone, c'est très important. Parce que ce qu'on a vu, c'est que les très bons managers en synchrone n'étaient pas forcément des très bons managers quand il a fallu travailler en total asynchrone ou en total digital à des moments. Et Mmh. donc, bah, en fait, avec ces variétés de typologies de collaboration, bah, en fait, ça s'apprend et les managers ont besoin d'être accompagnés là-dessus pour pouvoir être des très bons managers, peu importe l'environnement dans lequel ils vont travailler avec leurs collaborateurs. Ouais et ça, psychologiquement, c'est quelque chose qui est pas facile, ça demande vraiment de l'accompagnement. Les anciens bons managers sont pas forcément les bons managers de demain et donc c'est extrêmement compliqué de changer et là, le changement a été imposé par des sujets macro. Donc ouais, il y a un gros accompagnement à faire là-dessus. C'est clair. Je voulais, rapidement parler d'une étude qui est assez passionnante sur les interactions au travail pour montrer que, finalement, des petits changements, ça peut avoir des impacts énormes sur, la productivité des entreprises. C'est une étude qui a été faite par, l'équipe de Alex Pentland. Pentland est un des pères du big data et le fondateur du, MIT Media Lab, pour ceux qui connaissent. Et donc l'expérience qu'ils ont fait, c'est, sur 80 salariés de Bank of America qui sont dans les call centers pour répondre aux clients. Et donc, comme c'était un call center, avant le début de l'expérimentation, les pauses étaient décalées de 5 minutes entre chaque collaborateur pour qu'on puisse maximiser le fait qu'il y ait tout le monde, qu'il y ait quelqu'un, au bout du fil à n'importe quel moment. Et donc, Pentland et son équipe ont mesuré avec des petits, devices, collés sur la poitrine des collaborateurs, les interactions
de façon anonyme et ça vous donne ici un graphe de qui parle à qui. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez que globalement, une personne va pouvoir parler à 3-4 personnes régulièrement puisque ça tombe pendant les mêmes pauses, mais globalement, on a un graphe qui est pas extrêmement dense. Et ils ont fait l'expérimentation pendant 2-3 mois où à la place d'espacer les pauses entre tout le monde, ils ont seulement divisé le groupe en 2 et puis ils ont fait 2 pauses. Donc quand vous étiez en pause avec la moitié du groupe et puis, l'autre moitié ensuite avait sa pause ensemble et puis ils ont au fur et à mesure shifté pour qu'il y ait tout le monde. Et de façon assez peu surprenante, les interactions ont explosé entre les gens. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces interactions sont aussi des interactions de qualité pour le travail. Et donc, il y a une mesure qui a été faite sur quel est l'impact de ces conversations qui vont échanger les bonnes pratiques, partager les problèmes. Et puis, en fait, vous mesurez ensuite la qualité de la satisfaction du client au bout du fil et la durée de résolution des appels. Et vous voyez globalement que la tendance est hyper positive dans le sens où le temps d'appel a été réduit et la qualité a été augmentée, tout simplement en changeant les pauses des collaborateurs. Et donc, ce qui est estimé dans l'étude, que je vous invite à lire plus profondément, c'est un gain de productivité de 15 millions de dollars par an pour Bank of America, seulement sur une équipe de 80 collaborateurs, et en plus, seulement en faisant un tout petit changement. Et donc, c'est ça qui est assez important. L'esprit qu'on voulait montrer là-dedans, c'est de dire, il y a quelques petits shifts complètement anodins qui finalement vont changer la façon dont les gens travaillent entre eux et peuvent avoir un impact extrêmement fort. Donc voilà sur l'étude de Pentland pour Bank of America. C'est hyper intéressant. Si vous êtes intéressé par le sujet, il a écrit un livre qui s'appelle Social Physics, qui parle justement de toutes les interactions au travail. Et vous pouvez voir des trucs hyper intéressants, parfois cocasses, comme quoi un collaborateur qui est prêt de démissionner va plus souvent aux toilettes qu'avant, mais moins souvent à la cafette. Voilà, donc ça, c'est scientifique, ça se mesure. Les recommandations pour passer à l'action, la première, c'est demander aux équipes leurs préférences. Est-ce que les collaborateurs préfèrent travailler en synchrone, en asynchrone? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin très fort de flexibilité ou pas? Et donc, vous allez avoir une très forte granularité entre les équipes, par expérience, c'est ce qu'on constate, entre les équipes terrain, les équipes sièges, les équipes techniques, les équipes non techniques, etc. Rentrer dans la granularité des tâches, distinguer les chronotypes. Donc, vous avez en gros 25% de gens qui sont des lève-tôt, d'autres 25% qui sont des couches tard, et puis 50% qui sont entre les deux. Donc, c'est assez intéressant de demander le chronotype des collaborateurs pour ne pas mettre des réunions à 8 heures du matin pour tout le monde. Ça va en gros satisfaire que 75% de votre base. Et puis, expliquer ces principes dans le process de recrutement. On parle souvent de l'équilibre vie pro, vie perso, qui est une demande de plus en plus forte de la part des candidats. Avoir une politique qui est très claire, c'est quelque chose qui rend votre entreprise unique. Et il faut bien sûr lier ça à la vision. C'est-à-dire que si votre vision est proche du contact humain, de beaucoup d'empathie, bah, vous allez avoir une entreprise qui va se diriger beaucoup plus vers du synchrone. Et donc, c'est important pour filtrer vos candidats que que vous leur explicitiez les façons de travailler. Et donc, un bon moyen de faire ça, c'est de faire une matrice toute bête avec 2 dimensions, une dimension spatiale et une dimension temporelle, et puis de coller des gommettes et des post-it en se disant, quand on est au bureau, ben, pourquoi je viens au bureau? Pour avoir des sujets, par exemple, que synchrones et pas du tout asynchrones. À l'inverse, quand je suis en hybride, voilà ce qui doit être synchrone et voilà ce qui doit être asynchrone. Et en fait, l'expliciter de façon comme ça, donc là, c'est rempli avec des exemples qui pourraient convenir à n'importe quelle entreprise, mais ça crée beaucoup de confiance, ça crée beaucoup plus de productivité. Et il faut faire l'exercice une fois et ensuite, vous pourrez vous reposer là-dessus pour le travail du quotidien. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire. On va passer au sujet de questions-réponses. Je regarde rapidement les questions. Donc, une question de Sophie. Pourquoi Decathlon a renoncé à l'autodétermination des salaires en Belgique? Où trouver des infos documentées sur le sujet?
Alors, c'est une très bonne question. Des infos, documentées, vous n'en trouverez pas. C'est mes conversations personnelles avec le DRH de Decathlon. Il y a pas hélas, c'est dommage parce qu'il y a eu assez peu d'expérience dans le genre. Mais c'est quelque chose qui a été, suivi, par le siège de Decathlon, mais qui a été laissé en totale autonomie avec, Decathlon en Belgique. Un des gros problèmes était, les interfaces. C'est-à-dire que, vous avez une population qui détermine ses salaires, mais où est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça s'arrête au sein d'un magasin? Est-ce que ça s'arrête au sein de la région? Et donc, il y a eu un sujet de scalabilité, de la détermination qui était assez fort. Et puis, vous aviez eu un sujet aussi d'outlier, c'est-à-dire que ça marchait très bien pour 95 des collaborateurs, mais vous aviez 5 de ces collaborateurs qui, en gros, profitaient de cette politique. Et donc là, vous êtes vraiment sur un choix philosophique qui est est-ce qu'on conserve quelque chose qui marche pour 95 des gens, même si 5 des gens en abusent, ou est-ce que ces 5 qui en abusent, finalement, c'est quelque chose qui est intolérable? Voilà. Si Et vous êtes oui, vas-y Maxime. non, vas-y, je te laisse finir, je complémenterai. Ouais, si vous êtes intéressé par ce genre d'initiative, il y a un bouquin de Ah, Frédéric Laloux qui s'appelle, Reinventing Organization, où il discute d'entreprises autogérées, que ça soit sur la gouvernance, sur la définition des salaires. C'est un gros bouquin, hyper intéressant. C'est un ancien de McKinsey qui a fait le tour du monde, qui s'appelle Frédéric Laloux, pour rencontrer ce genre d'entreprise et je vous invite à le lire. Maxime, tu peux piquer et peut-être ta remarque? exactement ce que je voulais dire. J et Decathlon s'est beaucoup inspiré de ce bouquin de Frédéric Laloux et dedans, dans ce bouquin, il y a pas mal d'exemples justement sur des entreprises qui ont mis en place ce genre d'initiative et notamment, fixer son propre salaire. Ouais, Il y a une version, illustrée, simplifiée, de ce bouquin qui existe et j'invite tout le monde à le lire parce que c'est passionnant. super, trop bien. On a 3 autres questions. Donc, 1re question de Clémence: «Quel KPI utiliser pour assurer une vision comprise par nos salariés?» Je me permets de répondre Maxime, parce que c'est Ouais, notre vas-y, vas-y. notre sujet. Vous avez alors, 2 KPI qui me viennent en tête. La première qui est une KPI très, globale, c'est ce qu'on appelle le Net Promoter Score et pour les salariés, ça s'appelle le INPS, donc Employee Net Promoter Score. Vous posez la question: «Est-ce que vous recommanderiez votre entreprise comme une entreprise où il fait bon travailler?» C'est statistiquement, c'est le cabinet Bain qui l'a démontré, la question la plus corrélée à l'engagement, la productivité, et cetera. Donc si j'avais une seule KPI à mettre, je prendrais une KPI assez chapeau qui serait celle-ci. Ensuite, pour une KPI de vision, faut pas s'embêter, vous demandez tout simplement, est-ce que la vision, est-ce que vous pensez que la vision est comprise? Ou est-ce que, en tant que collaborateur, je comprends la vision, qui est portée par mon entreprise? Voilà. Donc ça serait une deuxième question. Le but de cette question, c'est de la poser régulièrement, donc pas toutes les semaines, c'est un peu épuisant, mais tous les trimestres ou tous les semestres, c'est quelque chose qui est assez bien en termes de fréquence. La la deuxième chose où on peut aller un peu plus loin, on propose des templates, liés à ça chez Supermood. C'est vraiment un audit, un petit peu comme on vous l'a mis, en début de présentation avec: est-ce que je comprends la vision? Est-ce que j'y adhère? Est-ce que je comprends les subtilités? Est-ce que j'ai les outils pour, mettre en place cette vision et cetera? Donc voilà, c'est un tout qui est à voir parce que la vision, si elle est comprise mais pas appliquée ou pas adhérée, bah, finalement, c'est un peu bloquant. Voilà. Donc vous pouvez faire un KPI en termes de moyenne de réponse à 4-5 questions qui couvrent le sujet. Maxime, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus Non, ou? non, non, je pense que, on a volontairement, posé les questions dans les slides de vision que vous avez, justement parce que ça peut être une bonne manière d'identifier les KPI que vous pouvez, exploiter pour voir si votre vision, est utile, efficace, pertinente, au sein de votre entreprise. Exactement. Et avant de suivre des KPI, vous pouvez demander à vos collègues juste à côté, hein. C'est quelque chose qui est assez révélateur aussi et on rentre dans le qualitatif, c'est assez intéressant. Autre chose, vous pouvez aussi demander une question ouverte, quelle est la vision de l'entreprise? Et là, vous allez voir, est-ce que vous avez qu'un seul type de réponse ou est-ce que vous avez des centaines de réponses? C'est Ouais. assez intéressant. On a une question, «Bonjour, je travaille chez Webhelp, en tant que manager commercial et j'ai des difficultés à diminuer l'aspect individualiste de mes collaborateurs pour les rendre plus corporate.
Y a-t-il des outils et des stratégies pour les sensibiliser? C'est intéressant. On parle d'un cas concret. Ouais, Moi, ce que j'aurais tendance à dire, alors évidemment, il faudrait qu'on comprenne bien tout le contexte, mais s'il y a un aspect individualiste des collaborateurs, c'est qu'il y a forcément des éléments qui sous-tendent cet aspect individualiste. Peut-être que c'est des éléments financiers. Je sais que dans les populations commerciales, on a beaucoup de d'incentives financiers, de primes individuelles sur la performance, ce qui peut créer cet aspect de compétition qui parfois est saine, mais qui parfois peut être malsaine. Mais il y a aussi des incentives, non financiers. Typiquement, j'aimerais bien poser la question à Vincent, est-ce que, il y a, des vous récompensez de façon collective les victoires de quelqu'un? Est-ce qu'il y a un esprit d'équipe sur des objectifs d'équipe et quand ils sont atteints, on a des rituels qui permettent de célébrer, ces victoires tous ensemble? C'est ce genre de choses qui, selon moi, peut permettre d'enlever cet aspect individualiste et de resserrer tout le monde, autour d'un collectif. exactement. Je pense que l'incentivation est quelque chose de très important. Vous pouvez le voir aussi, dans une frise chronologique en vous disant en tant que collaborateur, donc, dans un call center par exemple, qu'est-ce qui va me pousser à aller vers les autres ou non et à aider les autres ou non? Et donc en faisant ce petit exercice de mapping, vous pouvez voir quels sont les points de friction, qui m'empêchent d'aller voir l'autre ou au contraire les points qui vont me reward, qui vont me récompenser Forcément. d'aller vers les autres. Donc c'est un exercice que vous pouvez faire. Vous pouvez demander à vos collaborateurs, de façon plutôt confidentielle si possible, qu'est-ce qui fait que, ils soient soit centrés sur eux-mêmes ou plutôt, de façon un peu plus polie, qu'est-ce qui les empêche de collaborer avec les collaborateurs, enfin avec leurs collègues? Et ça peut être plein de choses. Ça peut être, une diversité finalement de cultures très forte. Ça peut être un manque de confiance qui est, souvent, une des raisons, primaires. Ça peut être aussi l'environnement qui ne leur donne pas la possibilité. Donc, un manque de temps, un manque d'outils et cetera. Et vous voyez que parfois, c'est l'exemple de Bank of America, quelques petits trucs peuvent, vraiment, changer les choses. Et Donc c'est ouais, vas-y Maxime. Non, mais c'est pour ça que ce que tu dis est très juste et la stratégie va vraiment dépendre du facteur qui les empêche de collaborer. Parfois, c'est un seul des facteurs que tu as identifié, parfois c'est 2 ou 3. Mais avant d'agir et d'avoir une stratégie, il y a besoin de comprendre ce qui fait que, les gens ne collaborent pas assez. Et typiquement, je sais que Supermood le permet, notamment parce que ça permet de poser les bonnes questions et de se rendre compte où est le problème et d'ailleurs souvent, le problème ne sera pas le même selon, ce type de collaborateur et cet autre type de collaborateur. Donc les Exactement. stratégies seront On différentes. on travaille aussi avec ces profils d'ambassadeurs et non ambassadeurs, détracteurs Mmh. et les leviers que vous allez pouvoir utiliser sont un peu différents. Si vous avez déjà des populations ambassadrices, mais qui ne travaillent pas ensemble, vous allez pouvoir jouer sur de la motivation plutôt intrinsèque, alors que si vous êtes sur des populations non ambassadeurs qui ne travaillent pas ensemble, ça va être plus enlever des irritants ou créer des incentives, pour. Et vous avez un exemple, pour amener au tout début sur la vision, un exemple chez, SpaceX, donc l'entreprise d'Elon Musk pour aller, en gros, pour aller sur Mars, où, dans une usine de SpaceX, vous avez un balayeur à qui on demande: «Bah, quel est votre métier? Qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites?» Et globalement, la personne qui s'occupe, du ménage dans l'usine dit: «Bah, notre but, c'est d'aller sur Mars pour, créer une vie, extraterrestre, en gros. Pour ça, il y a besoin de fusées, pour ça, il y a besoin d'ingénieurs et mon but, c'est de rendre l'espace des ingénieurs, hem, aussi bon que possible pour qu'ils puissent être productifs et donc c'est pour ça que, je m'occupe du ménage». Et donc alors est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, si c'est une vraie citation ou pas, mais en tout cas, l'exemple est assez bon parce que ça montre comment, le collaborateur peut, être, dirigé vers quelque chose qui est plus grand que lui et qui Mmh. comprend chaque jour le besoin. Donc s'il y a un besoin chez Webhelp de travailler, commercialement en équipe, il faut peut-être aussi définir pourquoi c'est plus avantageux que finalement de travailler, de façon individuelle. Hem, Ensuite, une question encore de Clémence: «Parmi ces 5 leviers, lequel est à prioriser pour agir rapidement sur, l'expérience employée?» C'est une bonne question. Il n'y a pas d'ordre, à proprement parler. C'est pour ça aussi que volontairement ces 5 dimensions
qui peuvent se traiter au cas par cas. J'aurais tendance à dire que la vision reste importante parce qu'elle va chapeauter la manière de traiter les initiatives que vous allez mettre en place. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec Decathlon, c'est un choix de responsabiliser les collaborateurs et donc toutes les initiatives vont tendre vers ce sens-là. Et si votre vision n'est pas déterminée ou pas claire, bah en fait, vous allez un peu aller faire des initiatives à droite, à gauche, mais il n'y aura pas forcément une cohérence qui sera comprise par vos collaborateurs. Et donc, du coup, quand on reparle aussi de la pénurie des talents, ce sera difficile d'expliquer ce qui vous différencie vraiment d'autres entreprises. Donc, cet intérêt de créer une cohérence, ça permet ensuite de la marketer, de bien la vendre auprès de futurs collaborateurs qui seront intéressés pour vous rejoindre vous, parce qu'il y a une cohérence versus quelqu'un d'autre en particulier. Exactement, par expérience chez Supermood. Donc la vraie réponse, c'est difficile d'en prioriser un et il faut tous les traiter. La vraie réponse va être sur la vision. C'est quelque chose qui va porter tout le reste et dans les rituels qui apportent de la confiance aussi, parce que c'est extrêmement difficile de construire une culture et quelque chose de productif, s'il y a pas de confiance entre les collaborateurs. Le manque de confiance va venir percuter tout ce que vous mettez en place. Donc, voilà, s'il y avait 2 choses à gérer, ça serait, vision et confiance. Super, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci à toutes et tous pour vos questions, pour votre présence. On espère que ça a été utile. Pour la suite, n'hésitez pas si vous avez des questions, côté Supermoon, vous pouvez contacter, Hugo, hugo@supermoon.fr et côté Akoya, Maxime himself, donc Yes. maxime.chevalet@akoyaconsulting.com. N'hésitez pas vraiment, si vous avez des questions suite à ce webinaire, on y répond avec, plaisir, en asynchrone par email, donc depuis chez nous ou depuis le bureau. Et puis, vous recevrez, le replay, dans la semaine, et on vous donne vraiment rendez-vous lors de la publication du livre blanc, où on va aller encore plus profondément. Vous voyez, ne serait-ce que sur le workplace, on a travaillé que sur la dimension, spatiale. Il y a plein d'autres choses qu'on va pouvoir aborder. Sur la vision, c'est pareil. Donc voilà, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci à tous.